Bonsoir Lucille. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alexander Bouzakov, qui est cet homme? Eh bien, le voici, Alexander Bouzakov, 66 ans, le grand architecte de l'industrie navale russe, ingénieur de formation. Il est surtout connu pour être le directeur du plus grand et du plus ancien chantier naval du pays, les chantiers navals de l'Amirauté, travaillant exclusivement pour le ministère de la Défense, 40 chantiers, 80 000 salariés, autant dire un empire industriel basé dans le port de Saint-Pétersbourg, propriété de l'État russe et donc directement lié au Kremlin. Leur spécialité, les sous-marins militaires comme celui-ci de classe Kilo, à moteur diesel, cela même utilisé en ce moment pour frapper l'Ukraine. Et puis Bouzakov était aussi chargé de moderniser les navires de la flotte russe. On peut dire qu'Alexander Bouzakov est un pur produit de l'école soviétique. Au sein des chantiers, Bouzakov gravit progressivement les échelons. Entré comme simple ingénieur dans les années 80, il termine directeur général nommé en 2012. En clair, c'est celui qui connaît le mieux le matériel maritime de l'armée russe, en surface ou sous l'eau. Et que lui est-il arrivé, Lucille? Eh bien, on a appris sa mort ce week-end dans un communiqué publié par sa direction. Le 24 décembre, Alexander Serguevitch Bouzakov est décédé subitement. Sa mort soudaine est une perte irréparable. Alors, comment est-il mort et dans quelles circonstances? Eh bien, aucun détail n'est avancé officiellement, ni la cause de son décès, ni le lieu. Depuis samedi, c'est silence radio. Plus surprenant encore, regardez ces images que nous avons trouvées. Alexander Bouzakov apparaît en public. La veille de sa mort, il inaugure le tout dernier navire du chantier devant un parterre d'officiels et de nombreux militaires. Vraisemblablement, il est en pleine santé et en pleine possession de ses moyens. Écoutez. Это четвертое поколение, которое в принципе совершенно другая лодка, нежели 636. В первую очередь по уровню автоматизации. На самом деле 677 это будущее адмиралтейских верфей, будущее флота. À ce moment-là, rien ne prédisait un tel drame et officiellement, il ne souffrait d'aucune maladie particulière. Qui pourrait lui en vouloir, Lucille? Eh bien, de toute évidence, Alexander Bouzakov est directement lié à l'armée et à l'invasion en Ukraine. Il est aussi lié au milieu des affaires et on sait que l'industrie a du poids et de l'influence en Russie. Qu'en est-il de sa relation avec Vladimir Poutine? Eh bien, les liens entre les deux hommes ne sont pas clairement établis, mais on sait qu'ils se connaissent. On les a vus ici, côte à côte, en 2019. Vladimir Poutine était à ce moment-là en visite sur les chantiers navals. Et puis, ce qui est certain, c'est que ces chantiers paient le prix des sanctions mondiales. Les salariés eux-mêmes l'affirment aux médias d'État Nevsky News. Il y a du retard dans l'exécution des contrats conclus avec le gouvernement en raison de la pression des sanctions. Pression supplémentaire, l'augmentation de la production militaire quand on connaît les difficultés sur le terrain en Ukraine. Ce même média évoque de graves pertes financières pour l'entreprise et avance une hypothèse, Bouzakov serait mort d'une crise cardiaque provoquée par un stress intense. Il y a une deuxième mort suspecte qui est survenue pendant le week-end, un ancien haut gradé de l'armée russe. Oui, le voici, Alexei Mazlov. Là encore, il n'est pas si âgé, il n'avait que 69 ans. C'est un général bien connu en Russie. Il est ancien commandant en chef des forces terrestres, c'est-à-dire responsable opérationnel de l'armée. Même si ces dernières années, il n'était plus vraiment sur le terrain. Il a quitté son poste en 2008 pour devenir représentant militaire auprès de l'OTAN. Et il a pris sa retraite en 2011. Et c'est là, Amélie, que ça devient intéressant. Plus récemment, il travaillait au sein de l'un des plus grands fabricants de chars de combat au monde, la société Uralvagon Zavadov, 30 000 employés. Ce sont eux qui produisent le fameux char T-90, comme vous allez le voir. C'est aussi l'une des premières entreprises visées par les sanctions internationales, mises sous haute pression au point de cesser sa production. Et c'est sa direction là qui a annoncé sa mort ce week-end. Nous informons avec un profond regret qu'Alexei Fedorovitch Mazlov est décédé subitement à l'hôpital clinique militaire de Nikolai Bourdenko. Et là encore, Amélie, aucune raison n'est invoquée. Et merci beaucoup, Lucille, pour ces indispensables. Vincent Hugeux, combien de fois avons-nous chroniqué ici sur ce plateau ces morts mystérieuses depuis le début de la guerre? Est-ce que le mot « purge » est excessif? Je le trouve un peu aventureux à ce stade, car ça supposerait qu'il y ait une sorte de stratégie, une méthodologie
parfaitement rigoureuse. Je n'exclus pas, évidemment, que l'un ou l'autre de ces personnages ait été envoyé à Patresse pour des raisons politiques ou affairistes. Parce que n'oublions pas que la frontière entre, je dirais, les réseaux affairistes mafieux et la politique est parfois très ténue, voire imperceptible. Ce qui me frappe, je me suis livré à une petite revue d'effectifs des 12 disparitions suspectes, ou romanesques, ou les deux, du millésime 2022. Jusqu'alors, on avait une majorité nette, 10 sur 12, de personnages qui étaient liés à l'univers de l'énergie. Gazprom, Lukoil, société réputée privée pétrolière, Novatek, hydrocarbures, etc. 10 sur 12. Là, on voit quand même apparaître des personnages clés de ce qu'on appelle par communauté de langage le complexe militaro-industriel. Donc évidemment, ça intrigue. Bon. Et puis on est quand même dans un régime de suspicion légitime. De la Russie tsariste à la nouvelle Russie poutinienne, la liquidation de personnages sur vos terres ou à l'étranger est un classique. Un certain Léon Trotsky, qui n'est évidemment plus là pour en parler, mais on est allé chercher au Mexique quand même. Et puis vous avez eu des assassinats ciblés à Londres, vous avez parmi les disparitions suspectes de l'année, vous avez eu la Côte d'Azur, vous avez eu l'Espagne, etc. Donc on ne peut pas ne pas se poser la question. Je me méfie toujours de la propension humaine à essayer de mettre un ordonnancement implacable dans quelque chose qui relève en partie d'une volonté, en partie du hasard, en partie d'une santé défaillante. Parce que les crises cardiaques, oui, ça existe, y compris quand on est patron d'un chantier naval, etc. Il peut apparaître en bonne santé vendredi et voilà, mourir dans ces absolument. circonstances. Donc, si vous voulez, cette sorte de Cluedo accent russe, bien sûr, peut intriguer, mais je n'irai pas jusqu'à placer tous ces défunts sur une liste qui aurait été cochée méthodiquement dans un bureau du Kremlin. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de raisons de se dire qu'on n'a pas de pudeur de chaisière à Moscou quand il s'agit de liquider un tel ou un tel, ou d'envoyer un message, et je termine là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas mettre en perspective ces accidents de parcours avec des mises en garde explicites qui sont venues très tôt en saison chez Poutine lui-même, référence à la 5e colonne, qui évidemment n'est pas un lexique neutre, référence au déficit de patriotisme des oligarques, par exemple. Mais voilà, donc toutes ces interrogations, je les partage avec vous, parce que ce sont celles que suscite cette tentative de mise en perspective. Et nous partageons les nôtres avec vous. C'est un moment de partage d'interrogation. Bertrand Badi. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un système autocratique ? Il y a 3 composantes. L'existence d'une oligarchie, la fusion entre l'économique et le politique, ce que Vincent Hugeux appelle le monde des affaires et le monde du pouvoir, et troisièmement, une méthode de rotation des élites qui ne correspond pas à l'exercice du suffrage universel. Bon, alors ces 3 composantes sont absolument idéales pour décrire un scénario à la John le Carré et à effectivement une mort brutale. Il y a un 4e élément propre au système autocratique, c'est le complotisme. Mais le complotisme, il est interne et il est externe. Qu'il y ait des complots à l'intérieur, c'est effectivement une composante du système autocratique, mais il y a aussi, comme marque de ce type de système, le regard complotiste que l'on porte sur lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affaire à un système autocratique, on se dit c'est louche. Oui. Ce qui s'est passé est louche. Donc effectivement, je rejoins ce que disait Vincent il y a un instant, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Après tout, M. de la Palisse nous a appris qu'un quart d'heure avant sa mort, il vivait encore et il vivait très bien, n'est-ce pas ? Mais quand même, il y a, au-delà de tout cela, qui effectivement laisse en place beaucoup de points d'interrogation, quelque chose qui est très important, qui est que l'avenir de ce conflit, en ce moment, plus que jamais, il se joue à l'intérieur de cette oligarchie kremlinesque, de cette oligarchie russe. Donc effectivement, il faut suivre de très près tout ce qui va se passer à l'intérieur, parce que si ça bouge, dans le bon sens, comme dans le mauvais sens, c'est en ce lieu que ça se passera. Donc il est tout à fait normal d'avoir les fiches biographiques en main et d'être très attentif
au devenir de chacun de ces messieurs. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on se penche régulièrement sur cette question, parce qu'on voit bien qu'il y a ça révèle potentiellement une tectonique des plaques ou des rapports de force en cours dans un certain milieu autour du Kremlin. C'est effectivement ce qu'on essaie de tirer comme fil potentiellement. Absolument, et que le champ de bataille n'est plus l'unique lieu de décision de ces formes de conflictualité nouvelles. Mariana Perrin-Benessouif, vous les connaissiez, ces hommes-là de réputation ou de nom ou Alors non, ce sont des gens plutôt discrets. Je ne les connaissais pas personnellement, enfin, de vue. Ouais. Mais par contre, ce sont des gens d'accident auxquels je m'attendais depuis un bon moment, depuis le début de Deux Fêtes, la série de Deux Fêtes russes, parce qu'au bout d'un moment, on commence à enquêter sur ces défaites et les défaillances, et on va effectivement aller chercher les coupables, et parfois, il vaut mieux liquider les coupables pour que tous les coupables ne soient pas trouvés. Je vais expliquer mes propos par un autre fait divers qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a eu un grand feu sur un autre chantier naval à Mourmansk, où il y a le porte-avions russe Amiral Kuznetsov qui est en travaux depuis 5 ans. Et figurez-vous, ce bateau, ce navire qui est dans un chantier naval en travaux, en train d'être modernisé, eh bien, il y a déjà eu une série d'incendies au cours de ces réparations. Et d'ailleurs, même si on revient vers ce chantier naval de Saint-Pétersbourg, je vais regarder brièvement, le dernier feu, la dernière grande panne dans ce chantier naval, c'était au mois d'août de cette année-là, et la précédente, c'était fin décembre 2021. Vous voyez, le travail est très mal fait, très mal organisé, et on peut se poser des questions sur les raisons pourquoi tout est si mal fait, alors même que la Russie, le gouvernement russe, dépense énormément d'argent et paye beaucoup d'attention, y compris surtout à la flotte russe qui dépense beaucoup d'argent pour moderniser ses navires et pour construire cette flotte. Eh bien, la réponse, il me semble, c'est parce que la Russie, c'est un pays extrêmement corrompu. Et c'est vrai que ces travaux, probablement, ne correspondent pas au cahier des charges des commandes initiales. Et c'est après les défaites russes, parce qu'on s'en souvient de comment les Ukrainiens ont réussi à faire couler le navire amiral de la flotte russe Moskva, comment les Ukrainiens ont réussi à s'attaquer à d'autres navires en mer Noire. Bon, on ne va pas remettre en question le génie militaire ukrainien, mais quand même... les Ukrainiens n'étaient pas censés atteindre ces cibles aussi facilement. Donc, forcément, il y a eu des défaillances avec les travaux qui ont été faits sur ces navires-là. Et il me semble que il y a eu quelques mois qui ont passé, on a commencé à faire des enquêtes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que ces navires se sont retrouvés aussi vulnérables ? Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Quels travaux n'ont pas été bien menés ? Et bien entendu, je ne pense pas que ce chef de chantier naval ou d'autres chefs d'entreprise du complexe militaire-industriel ont pu prendre cette initiative de voler de l'argent public par eux-mêmes, sans partager ou sans avoir l'aval de ceux qui sont encore plus en haut. Donc, bien sûr, ça peut être une piste que de liquider ces témoins, entre guillemets. Olivier Kempf. Parce que, il y a ce responsable de sous-marin, je dis un peu rapidement, il y a aussi l'ancien gradé qui, lui, était plutôt partisan d'un rapprochement avec l'OTAN, ce qui ne colle pas franchement avec l'idée du moment du côté du Kremlin. Ce n'est pas parce qu'il a été représentant militaire à l'OTAN qu'il était partisan d'un rapprochement. Au contraire, je veux dire, son métier était de défendre les intérêts C'est ce que j'avais cru comprendre. J'ai cru comprendre qu'il avait laissé vraiment penser qu'il était plutôt partisan du rapprochement. Traçons la piste du complexe militaro-industriel. Alors, tout à fait d'accord avec vous, restons extrêmement prudents. Ce que nous faisons ce soir, ce ne sont que des conjectures. On a, si ce n'est la nouvelle de leur mort, aucune explication, etc. J'abonde dans ce que vous dites sur cette piste du complexe militaro-industriel. Donc, mais à mettre en perspective avec 2 discours qui ont eu lieu cette semaine ou il y a 10 jours, celui de Vladimir Poutine et celui de Shoigu, qui remettent finalement énormément de moyens humains et financiers dans le système de la défense. Et ça, c'est à mettre en perspective, je parle sous votre contrôle, sur la première réforme du ministère de la Défense qui était lancée à la fin des années 2000, justement déjà sous Shoigu, et où on avait déjà eu un premier effet, une première volonté, plus exactement, de modernisation du système de défense. Et déjà à l'époque, tout au long de la décennie 2010, vous aviez eu énormément d'argent qui avait été déversé. Et je ne peux que vous rejoindre quand vous dites il y a de la corruption.
Et ce qui était intéressant, moi, c'est ce que j'ai noté dans le discours dans les discours de Poutine et de Shoigu de la semaine dernière, c'était finalement le message subliminal était, écoutez, moi, Poutine, quand je suis arrivé, j'ai fait la verticale de l'État. J'ai resserré les affaires. Je vais faire la même chose sur la défense. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ça tombe bien, je l'ai écrit hier. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les nouvelles. On semble avoir les nouvelles, finalement, les signaux qui, là, ne sont pas faibles, qui sont forts, à tout le complexe militaro-industriel, donc tout le système de production, que ça soit du côté des ingénieurs, du côté des industriels ou du côté des gradés, des militaires, en disant, maintenant, vous arrêtez. Et quand on vous donne des objectifs à faire, vous allez les tenir. Quand on vous donne 1 million de roubles, eh bien, vous consacrez 1 million de roubles à faire et on veut du résultat. Je pense qu'on peut peut-être interpréter, mais je répète, c'est de la conjecture, donc peut-être que je vais trop loin, j'en sais rien, mais on peut s'avancer sur cette remise au pas du complexe militaro-industriel. Mais ce n'est qu'une conjecture et je pense qu'il faut, là encore, rester prudent. Bon, en tout